raconte. Christophe Andelatte. Voici l'histoire très douloureuse de Betty Manochet. Telle qu'elle la raconte dans son livre chez City, ça n'était pas de l'amour. Elle a été abusée par son père dès l'âge de 10 ans, et sa sœur Virginie aussi, et avec la complicité de leur mère. Elle a dû avorter plusieurs fois, la première fois à l'âge de 13 ans. À 18 ans, elle a porté plainte, mais sous l'emprise de son père, elle a fini par retirer sa plainte. Betty sera là tout à l'heure pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieu le veut. Réalisation, Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Il y a 2 ans, j'ai récupéré un carton de photos de famille. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai attendu. J'ai attendu de m'en sentir la force. Je savais que ce serait une plongée dans les profondeurs, sans bouteille d'oxygène. En apparence, ces images racontent une famille française banale. La première photo est une photo prise à un mariage, au début des années 90. Mon père porte le costume cravate, il a les rondeurs du cadre qui a réussi dans la vie. Ma mère est en tailleur rose et en chemisier blanc. Ma sœur Virginie et moi sommes bien habillés et belles comme des cœurs. Et mes 2 frères ont leur casque de cheveux blonds qui les fera comparer toute la journée au fils de Claude François. Une chromo de la réussite française. À l'époque, quand nos voisins nous croisent, ils nous saluent avec respect. Ils nous envient même. Parce que mon père a une plus belle voiture qu'eux, parce qu'il a aussi une moto pour les week-ends et même un petit avion de tourisme. Nous passons pour des privilégiés. Personne ne peut imaginer qu'une fois passées les portes de la maison, nous vivons un enfer. Personne. Sur une autre photo, nous sommes au camping de Quiberville. Parfaite mise en scène de la famille française en vacances. Sauf que moi, je sais que cette mise en scène n'a duré que le temps de la photo. Qu'un quart d'heure plus tard, les garçons étaient expédiés à des activités à l'autre bout du camping. À tout à l'heure, ma mère et Virginie partaient en vadrouille. On va faire les boutiques. À tout à l'heure. Et moi, j'ai été abusé par mon père dans la caravane. Je nais le 7 septembre 1983, 9 mois après la mort de ma sœur Stéphanie, décédée d'une mort subite du nourrisson. Il paraît que je suis son portrait craché. Oh, elle ressemble à Stéphanie, vous trouvez pas? À partir de là, mes parents ont avec moi un rapport bizarre. Celle qu'ils ont du mal à regarder sans penser à l'autre. J'aurais dû être un pansement. Je serais leur souffre-douleur. Dorénavant, il y a Virginie, ma sœur aînée, blonde, cendrée, jolie fille, la plus belle, la meilleure, la duchesse, comme ils l'appellent. Et puis moi, tout l'inverse, un garçon manqué. Au début, ils m'appellent la grosse. Et après Alfred, parce que quand on ressemble à un garçon, il faut être appelé comme un garçon. Et quand quelques années plus tard arrivent 2 garçons, de vrais garçons, ils sont mis de côté. Ses frères et moi, nous ne nous connaissons pas, ou très peu. Nous n'avons pas le même vécu. Ils ont toujours ignoré ce qu'il m'arrivait. Quand mon père rentre du travail, on entend le moteur de sa voiture au loin. Et là, on doit tout lâcher. Les voisins, les jeux, et filer à la maison. Nous sommes censés être tous à l'intérieur quand il passe le pas de la porte. À ce moment-là, on entend une mouche voler. Pas un sourire, rien. Le froid et la peur. Quand il arrive, je dois lui mettre ses chaussons. Et à table, quand il fait teinter son verre, ça veut dire que je dois remplir le verre. Le repas terminé, il tape dans les mains. Et il faut débarrasser. Et vite, hein, sans faire de bruit. Idem pour la salle de bain. Elle doit être prête. Le chauffage mis, le bain à température, les produits à leur place. Et quand on regarde la télé, il doit y avoir son programme et sa télécommande disposée comme il aime. Et quand on regarde un programme avec mes parents, c'est toujours sur son idole, Adolf Hitler. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. C'est un homme d'ordre,
et de grande ambition. Il a été très mal compris de son temps. Pendant des années, si je fais une bêtise, si j'ai une mauvaise note par exemple, je suis puni. À genoux! Pas pendant 10 minutes, mais toute la fin de journée. Il est devant la télé, et de temps en temps, il regarde pour vérifier. Parfois, il met même un miroir pour ne pas avoir à se retourner. Un jour, je n'ai pas encore 10 ans, et c'est ce jour-là que tout se met en place. Mon père m'appelle de sa voix rauque. « Betty !» Je monte l'escalier, je rentre dans sa chambre. On ne rentre jamais dans sa chambre. Ça doit être grave. Je m'attends à une rouste. Mais ce sera bien pire. Je ne peux pas raconter ce qui s'est passé. Mais ça ne devrait jamais arriver entre un adulte et une enfant. Et encore moins entre un père et sa fille. Ça a été douloureux, ignoble. C'est normal, Betty. Ça se fait dans toutes les familles, tu sais. Mais moi, j'ai senti que ça n'était pas normal. Je me suis retrouvé nu sur la couverture. Et lui, il s'est rhabillé, il a fermé la porte, et il est parti rejoindre ma mère à un concours de colombophilie. Et moi, je n'ai rien osé dire. On m'avait tellement appris à me taire. Quand je sors de la chambre, je me retrouve face à ma sœur, Virginie. « Mais t'étais où? Je t'ai cherché partout. » J'étais nulle part. Je t'ai vu dans la chambre des parents. J'ai vu ta chambre qui sortait du lit. Allez, viens. Viens dans mes bras. On va attendre maman, et puis on va tout lui raconter. Mes parents rentrent. Mon père va se laver. Virginie me prend la main. Viens. Viens, on va voir maman. Maman? Maman, ce que papa m'a fait, eh ben, il le fait aussi à Betty. Elle aussi? Je le savais pas. C'est là que je l'apprends. Et ma mère qui répond « Ah bon ?» Et elle passe à autre chose. À partir de là, se met en place un planning organisé par ma mère. C'est elle qui choisit qui de Virginie ou de moi doit monter dans la chambre. Elle organise ça en fonction de ses envies de shopping ou plus tard de nos règles. Je monte en moyenne 3 fois par semaine. C'est lui qui commence. Et ma mère doit écouter à la porte parce que dès qu'il part, elle rentre dans la chambre. Et à son tour, elle me caresse la poitrine. L'horreur! Et parfois, ils sont là tous les deux. Il me touche et il touche sa femme en même temps. Et moi je me dis, je suis rien. Je suis qu'une merde. Et ce qui devait arriver, arrive. J'ai 13 ans, moins d'1 mois et demi après mes premières règles, je tombe enceinte. Alerte, danger, il faut me faire avorter. C'est ma mère qui gère tout. C'est elle qui me fait répéter ce que je dois dire devant les médecins du planning familial. Eh bien, tu vas dire que tu t'es sauvé, hein, pour retrouver un copain de ton âge, hein, que tu as couché avec lui, et puis voilà. D'accord ? Et moi, je m'exécute, comme un bon petit soldat. C'est terrible, une IVG à 13 ans. Bien, jeune fille, je vais te donner un médicament pour stopper ta grossesse. Et donc on se reverra dans 3 jours, hein, pour régler ça. Et dès que nous sommes seuls, ma mère appelle mon père. T'inquiète pas, c'est en train de se faire. Il est au ski avec Virginie. Et à la fin, elle le rappelle. C'est bon, c'est fait. Pour tout le monde, cette chanson de Gainsbourg est un morceau d'anthologie de la chanson française. Dans la tête de mon père, c'est une validation de son modèle. Pas pour moi. Mes parents prennent des médicaments pour les nerfs. Et un jour, Virginie me les met entre les mains. Tu avales ça? Et une fois que t'es à l'hôpital, tu balances tout ce qui se passe ici. Mais moi, j'hésite. J'ai peur d'y passer. Alors je fugue 24 heures. Et 15 jours plus tard, je refugue plus longtemps.
Les voisins commencent à jaser. Alors une nuit, comme des voleurs, on déménage pour une maison isolée au milieu de la forêt de Compiègne, loin de tout. Et c'est là que Virginie et notre mère permutent leur rôle. C'est-à-dire que mon père et Virginie s'installent dans la partie centrale de la maison, ma mère et moi et notre petite sœur dans l'autre partie, et mes frères dans le chalet en bois au fond du jardin. Et à partir de là, mon père ne m'appelle plus ni Alfred, ni la grosse, il m'appelle la pute. Virginie a maintenant 18 ans. Et un jour, elle ose inviter son amoureux. Mon père rentre à l'improviste. « Qui c'est celui-là ?»« Ben c'est mon mec. » Et mon père en conclut qu'il va lui faire un enfant à Virginie. Et un vendredi après-midi, le test est positif. Et nous devons nous réjouir. Alors je me réjouis. Et ma mère achète de la layette. C'est fou! C'est fou! J'ai 18 ans, je suis à nouveau en fugue. Et un jour, je décroche le téléphone et je compose le 119, le numéro de l'enfance en danger. Mademoiselle, il vous faut absolument aller à la gendarmerie la plus proche, hein. Il faut y aller, hein. Je suis reçu par un adjudant qui prend ma plainte très au sérieux et qui m'oriente vers un foyer. À l'époque, je l'ignore, mais le destin fait que c'est ce jour-là que naît Quentin, le fils de Virginie. Et dans ce foyer, je rencontre une amie qui a un copain qui deviendra le père de mes premiers enfants. Et sa famille m'adopte tout de suite. Et elle devient ma famille. Une autre planète. Les gendarmes ont placé mes parents et Virginie sur écoute. Et un jour... Bien, vos parents sont placés en garde à vue dans nos locaux, mademoiselle. On a besoin que vous passiez, hein. Ça y est, je ne risque plus rien. Mais à cause de moi, mon père va aller en prison. Quand j'arrive à la gendarmerie, ma mère fonce sur moi. « Oh, ma petite chérie, tu m'as tellement manqué. » Ça sonne tellement faux. Et Virginie, je m'attendais à ce qu'elle me remercie. Me remercie d'avoir eu le courage. « Betty, tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu détruis tout, Betty. Tu te rends pas compte, ils vont m'enlever mon fils. Il faut que tu dises que c'est pas vrai, Betty, que t'as raconté n'importe quoi. » Je deviens donc celle qui détruit ma famille. La coupable, c'est encore moi. Pour les gendarmes, l'affaire est pliée avec la perquisition. Ils surprennent Denis sortant de la chambre alors que Virginie est encore au lit. Et les analyses génétiques pratiquées sur Quentin sont formelles. Il est bien son père et son grand-père. Et donc mon père file en prison. Et Quentin est effectivement placé à l'aide sociale à l'enfance. Et ma mère part dans un foyer de femmes battues. Et Virginie m'en veut. Tu te rends compte? T'as tout gâché! Je veux plus jamais te voir! Au début, ma mère n'est pas impliquée. Mais mon père la balance. Il écrit au juge d'instruction. Elle est au moins autant, voire plus coupable que moi. Elle organisait les ébats et y participait. Et là, ma mère me demande de mentir. Mais je ne mens pas. Et je vois les gendarmes lui passer les menottes et l'embarquer. La relation reste très compliquée avec Virginie. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on soit devenu ennemis, que je sois responsable de tous ces malheurs. Je ne veux pas la perdre à jamais dans cette bataille contre nos parents. Alors je l'appelle. « Ok, Virginie,
Je vais changer de version. Je vais dire tout ce que tu veux, Virginie, pour ton bonheur. Hein? Pour toi, hein? Je veux bien oublier la vérité. Et c'est ainsi que 8 mois après ma dénonciation, je retire ma plainte. Notre dossier ne s'en remettra jamais. Il mettra 10 ans à être renvoyé devant la cour d'assises parce que, du coup, il est devenu bancal. Et c'est pas fini. Virginie me demande d'écrire à mon père pour m'excuser. Il faut que tu dises que j'étais amoureuse de lui, hein, et qu'il m'a jamais frappé. Et je le fais. Et du coup, avec Virginie, on redevient complices. Et moins de 2 ans après leur incarcération, nos parents sortent. Et le jour de leur sortie de prison, toute la famille se retrouve au bowling karting de Compiègne. Et les parents s'embrassent. Et ils passent la soirée ensemble. Mais comment est-ce possible? On ne s'en sortira donc jamais. Virginie a récupéré Quentin. Et elle s'installe avec mon père et le gamin dans un appartement. Légalement, ils n'en ont pas le droit. Mais quand les services sociaux viennent, ils se planquent dans la salle de bain. Et ma mère, vous savez où elle s'installe, ma mère? Dans l'appartement juste au-dessus. Et les parties à 3 reprennent de plus belle. Ma mère devient la nounou gratuite de Quentin. Tout ça, comme si c'était tout à fait normal. Mon père se lance dans une nouvelle entreprise, un garage, au nom de Virginie. Et moi, je m'étais pourtant promis de ne pas revenir dans la secte. Mais on m'a au sentiment. 5 ans après sa sortie de prison, mon père m'appelle. Virginie est en grande dépression, tu sais. Tu lui manques trop. Et voilà comment j'accepte le poste de secrétaire commercial dans le garage. Et puis, le grand jour arrive. Le procès devant les assises de Beauvais. On y arrive tous ensemble, puisque mes parents comparaissent libres. Alors que nous sommes les victimes et eux les accusés. Et quand un accusé comparaît libre, il jouit forcément d'un préjugé favorable. Et mon père s'est tellement bien enjoué. J'ai l'impression de vivre une pièce de théâtre mise en scène par lui et par ses avocats. À la barre, les gendarmes sont droits dans leurs bottes. L'enquête a clairement établi les faits et leur gravité. Il y a bien eu inceste, c'est-à-dire viol par personne ayant autorité sur une mineure de moins de 15 ans. Ce qui s'est passé après ne nous concerne pas. Puis vient le tour de Virginie. Vous vous êtes reconstruite aujourd'hui, mademoiselle? Oui. Oui, je me suis reconstruite. C'était compliqué au vu de mon histoire, mais j'y suis parvenu. Par contre, je n'ai plus du tout confiance dans les hommes. Maintenant, je préfère les femmes. Je suis lesbienne. Mais enfin, c'est faux. Mais personne ne va le vérifier. Officiellement, mon enfant n'a pas de père. Mais il sait, hein. Il sait que mon père est son père. Et il se voit un week-end sur 2. Enfin, c'est encore faux. Ils vivent sous le même toit. Ma sœur raconte n'importe quoi, et tout le monde semble la croire. Et maintenant, c'est à moi de parler. Je sais que je vais mentir. Le discours qu'on a préparé pour moi n'est pas la vérité de Betty, la petite fille abusée. Je regarde ma sœur, et puis le tribunal, j'inspire, et je me lance. Je m'excuse d'avoir fait ça à ma famille. Je m'excuse d'avoir envoyé mes frères et mes sœurs, et aussi mon neveu à l'aide sociale à l'enfance. Je m'excuse pour l'incarcération de mes parents. Si j'ai fait du mal, c'est parce que j'étais une sœur jalouse. Parce que Virginie avait tout et moi rien. Et je dois reconnaître que j'étais amoureuse de mon père.
et que c'est moi qui l'ai sollicité pour recevoir autant d'attention que ma sœur. Et puis aussi, je couchais à droite à gauche. Dites-moi, Madame Manché, du coup, à quel âge tout a commencé? C'est la grande question. Et là, un gouffre s'ouvre devant moi. Parce que soit je réponds le mensonge prévu, soit je dis la vérité et tout explose. Eh bien, c'était au moment de la tempête de 1999. Je me souviens, la cheminée du voisin est tombée sur la chambre de ma sœur. C'est cette nuit-là que tout a commencé. C'est cette nuit-là que j'ai demandé à mon père qui couche avec moi. Et là, les jurés font le calcul eux-mêmes. En octobre 1999, jour de la tempête, j'avais 16 ans. Pas 8, pas 10, 16. Et donc j'étais majeur sexuellement. Et donc ça n'est pas un viol sur mineur de moins de 15 ans. Au pire, c'est une agression sexuelle. Et encore, je suis la demandeuse. Ce témoignage a été une horreur pour moi. L'impression d'être dégoûtante. Personne ne m'a poussé dans mes retranchements, personne ne m'a bousculé. Et pourtant, il n'aurait pas fallu beaucoup pour que je craque. Monsieur et Madame Manché, levez-vous. La Cour vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour monsieur et 5 ans pour madame, sans mandat de dépôt. L'audience est levée. Condamnés, mais libres. Ils iront en appel. Et moi, je repars avec en bandoulière de l'amertume, de la peur et de la honte. En appel à Amiens, ce qui se joue est tout aussi faux. Virginie va à la barre. Je suis tombée amoureuse de mon père. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est ainsi. On ne choisit pas quand l'amour vous tombe dessus. Disons que c'est notre choix de vie. Pourquoi la société se permettrait de juger notre amour? Et là, l'avocat de mon père se lève. Pourquoi défendez-vous votre père, madame? Parce que je l'aime. Parlez plus fort, madame, je suis sûr que les jurés ne vous ont pas entendu. Parce que je l'aime. Bien, je n'ai plus de questions. Moi, je redis ce que j'ai déjà dit au premier procès. Quant à mon père, il se dégage de toute responsabilité. Moi, j'ai eu le sentiment qu'elles étaient consentantes. Pourquoi avez-vous fait un enfant avec Virginie, monsieur, et pas avec Betty? Ben parce que Virginie, je l'aime, et Betty, je l'aime pas. Le psychiatre dresse de mon père un portrait violent. Et je dirais que l'inceste est la pire des choses. Il n'y a pas d'inceste heureux. Et là, l'avocat de mon père le coupe, l'ogre, celui que vous appelez acquittateur. J'entends ce que vous dites, docteur. Mais ça n'est pas ce que nous observons depuis le début du procès. Enfin, cette femme de 30 ans, énergique, qui sait ce qu'elle veut et qu'elle ne veut pas, elle nous dit qu'elle aime son père. Alors, docteur, êtes-vous sûr de votre théorie? C'est-à-dire que mon expertise date de 10 ans maintenant. Vous m'informez qu'ils vivent toujours ensemble et qu'ils sont heureux. Ils sont peut-être le rare exemple d'inceste réussi. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Répétez pour que les jurés vous entendent bien. Je dis qu'il y a peut-être des incestes heureux. Le délibéré est court. Monsieur et madame Manché, levez-vous. La Cour vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne monsieur Manché à 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 ans avec sursis, et madame Manché à 4 années de réclusion criminelle, dont 2 ans avec sursis. L'audience est levée. Mon père et ma mère
sortent du tribunal, bras dessous, triomphants. Et moi, je décide de ne plus les revoir. Jamais. Deux ans plus tard, je suis au travail. Betty, il y a eu un appel pour toi. Apparemment, c'était ton père. Faut que tu le rappelles. Des sueurs froides coulent dans mon dos. Je compose son numéro en tremblant. Betty, Virginie est partie depuis 2 semaines. Elle m'a laissé comme un chien. Il a mis du temps. Il l'a cherchée partout. Et il a fini par la retrouver. Et un mardi, à 7h du matin, il l'a tuée. Il l'a tuée devant Quentin. Une balle dans l'épaule et une autre dans la tempe. Et il a tué aussi le garagiste chez qui elle travaillait. Et après, il s'est tiré une balle dans la tête. Mais il n'est pas mort, lui. Il va survivre. Hémiplégique, mais vivant. Denis Manéché a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est mort le lendemain d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Il a été enterré à la fosse commune. Aucun de ses proches n'était présent. Alors Betty, il va falloir revenir sur quelques-uns des passages de cette histoire pour essayer un peu de détendre l'atmosphère. J'ai envie de savoir tout de suite ce que vous êtes devenu depuis. Vous avez eu des enfants? Je suis maman de 5 enfants. Ah. J'ai 4 garçons et une petite fille. Ouais. Et ça se passe? Ça se passe bien. Vous avez eu du mal avec les hommes ou pas? Il faut un certain équilibre ouais. pour pouvoir... Donc j'ai pas été petite fille, j'ai pas été adolescente, j'ai pas été étudiante, puisque j'étais déscolarisée. Pour devenir une femme et une maman, j'ai été construite maman très jeune, donc c'est très compliqué. C'est un travail de temps. Et c'est ce qui nous revient de choisir. Donc tout ça a été bafoué et je peux plus revenir en arrière. Donc c'est très compliqué. Avec les hommes? Avec les hommes et avec mon moi. Quentin, parce que il y a votre souffrance et puis derrière quand même on voit la sienne parce que sa mère est assassinée par son père qui est aussi son grand-père et on a envie de savoir aussi lui comment il arrive à surmonter tout ça. J'aurais aimé pouvoir vous donner des réponses, mais depuis que j'ai perdu ma sœur, j'ai plus de lien. Avec Quentin? Je n'ai plus de lien. Alors je me conforte dans l'idée de me dire que comme c'était sa seule chose qui lui appartenait, elle peut être conditionnée à ne plus... Parce qu'on se ressemble beaucoup, mine de rien, Virginie et moi, donc peut-être que c'était mieux qu'on ne se voie pas. Et parce que c'était son monde à elle. Ou peut-être que les séquelles de cette séparation sont restées. Donc c'est compliqué, je sais pas comment il va. Je sais qu'il est entre de très bonnes mains et c'est rassurant, mais j'espère qu'il va bien. Il a lu votre livre ou il lira votre livre, vous pensez? Je n'ai plus de lien avec ma famille, j'en avais déjà pas eu et ce livre je l'ai fait seul et ils ne le savent pas. Ils le découvrent peut-être à l'heure actuelle, mais c'est mon histoire. Votre mère ne sait pas que vous avez écrit ce livre? Elle va le découvrir peut-être. Vos frères, vous êtes resté en lien avec eux? Non. Non plus. Votre petite sœur? Non plus. Je n'ai plus de lien parce que quand j'ai perdu Virginie, 24 heures après qu'elle soit décédée, on balançait le crime passionnel et que c'était de sa faute. Du coup, le seul moyen que j'avais pour essayer de me battre pour un minimum d'honneur, c'était ma vérité. Et on m'en a voulu de passer par la presse pour ma vérité. Donc je salissais... Il s'était construit depuis des années et moi je remets cette histoire à vérité. Donc en passant par la presse, je les salissais. Ils vous en ont voulu? Donc ils m'en ont voulu et puis ils m'ont pas adopté. Évidemment, c'est quand on est extérieur à l'histoire, un moment qu'on a un petit peu de mal à comprendre et il faut que vous nous réexpliquiez ça. C'est-à-dire, vous avez le courage de porter plainte contre lui et là s'ouvre un boulevard. Il part en prison pour très longtemps et vous, Virginie et les autres, vous pouvez vous reconstruire. À ce moment-là, vous avez 18 ans.
Et parce que Virginie a peur qu'on lui arrache l'enfant qu'elle a eu avec son père, et parce que vous voulez pas vous fâcher avec elle, parce qu'elle est trop importante pour vous, vous revenez sur votre plainte, et à partir de là, vous allez mentir jusqu'au procès. Comment est-ce que c'est possible ? On est prisonnière, en fait, parce que on a toujours fonctionné en fonction de nos parents, donc on s'est construit à leur image. On n'a pas eu d'identité et on n'a pas eu notre cœur. Donc ça a été très compliqué d'avoir un minimum de ressenti qui nous appartenait dans la relation fraternelle, qu'on n'a pas pu avoir et qui n'existait pas. Donc on s'est nourri d'espoir et notre seule liberté étant l'école. Moi, je pars au moment où ma sœur est enceinte et je ne suis pas là dans ses premiers instants de maman. Je ne le vis pas. Je peux pas la comprendre parce qu'elle est sous emprise depuis sa naissance. Donc, il faut comprendre avec le temps ce que c'est que l'emprise et l'impact que ça peut avoir, mais c'est son seul lien. Denis a toujours été Denis, c'est votre père. Hein. Dans le livre, vous l'appelez Denis, d'ailleurs. Hein. Oui. Parce qu'au procès, on l'appelait Denis au deuxième procès. Donc, moi, je suis dans une vérité et je ne vais pas c'est mon père quand ça doit être mon père, c'est Denis quand c'était le procès parce que il fallait de la crédibilité et je reste entière à mon histoire sans en rajouter ou sans, voilà. Et du vous coup, n'avez Virginie. pas besoin d'en rajouter. Hein. Non, parce que, on pourrait dire qu'il y a des détails, mais cette histoire, elle est psychologiquement destructrice à vie. Et c'est très grave. Et donc, à ce moment-là, au fond, sauver votre relation avec votre sœur Virginie est plus important que de voir partir votre père en prison pour 15 ans. C'est qu'elle était tellement dévastée. Et puis, moi, je comprends l'amour qu'il y avait vis-à-vis de mon père, parce que moi, je l'avais, cet amour-là, malgré que je prenais les coups. Et se détacher d'un gourou, et c'est bien tout plus difficile quand on vit l'inceste. Et en plus, quand ce sont nos parents, notre figure, qui sont censés nous protéger, mais quand on le vit, la pire chose dans l'inceste, c'est que quand on est des enfants, au plus, on les aime. Se détacher d'un amour comme ça, qui est naissant, c'est super difficile. Donc Virginie n'a pas eu ni de liberté, ni de conscience pour comprendre qu'elle était sous emprise, et parce qu'on a toujours été tenu par la peur et la terreur. Donc c'était « je te rends ton enfant », et puis j'ai peur de mourir. La première fois que vous parlez de gourou, parce que le mot gourou n'est pas dans le livre, le mot secte, oui, mais c'est comme ça que vous définiriez la relation entre votre père et vous. C'est un gourou, c'est une secte, et vous l'aimez, comme on aime un gourou. C'est ça, c'est nous on vient au monde, on nous donne la vie, on aime ses parents, on vit en fonction de ses parents, et l'amour d'un enfant, il est facile à manipuler pour un adulte, mais nous on le vit au quotidien, et même si ce n'est pas des parents comme les autres, on les aime, et c'est ce qui est le plus difficile dans l'inceste. C'est la pire destruction justement pour ça. Parce que cet amour-là, il n'a pas de demi-mesure, et puis on donne, sauf qu'on ne comprend pas que nos parents l'utilisent et nous manipulent. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'au premier procès, vous n'êtes pas loin de faire marche arrière et de dire à nouveau la vérité. Vous dites, si on m'avait un peu secoué, si on m'avait poussé dans mes retranchements, je l'aurais dit. C'est donc que le président de la cour d'assises n'a pas fait son boulot. Parce que lui, il l'a senti sans doute. Tout était là. Tout était dans le dossier en 2002. Donc à un moment donné, on est sur deux filles consentantes amoureuses d'un père alors qu'il y a un dossier super solide en 2002. Oui. Tout est là. Qui parle de viol. Et il n'y a pas un coup de poing sur la table qui dit l'enfant a vécu ça. Donc nous, c'est l'oralité des débats, la cour d'assises. Donc on écoute la parole et on est face à des jurés, des gens innocents qui vont porter une histoire, essayer de la comprendre. Mais on était 3 filles, on pleurait pendant 3 jours. L'amour parce qu'on était détruites intérieurement. Et parce que la peur de mourir nous a toujours envahis. La terreur de notre père est encore omniprésente aujourd'hui. Donc on est complètement sous la coupe et on s'en détache pas. Et la pire chose qui nous tiraille, c'est cet amour-là qui ne leur revient pas, qui n'ont pas le droit de nous prendre, mais on n'arrive pas à s'en échapper. Mais à ce moment-là, votre avocat aurait pu vous amener à dire la vérité. C'est un point que je n'ai pas bien abordé, je l'ai un peu effleuré à un moment dans le récit, mais le livre est très, très, très important, il fait presque 250 pages, et évidemment, je n'ai pas pu tout raconter. Pourquoi votre avocat, expliquez-nous bien, ne vous défend pas en vérité? Parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Parce que nous, on savait très bien qu'on pouvait rien qu'avec nos mots, ça allait passer. On était trop sincères et on était trop dans notre histoire. Et Qui l'a choisi, votre avocat, Betty? Alors, moi, Virginie a toujours donné les informations de l'avocat de mon père, parce qu'il fallait que je me rétracte, mais il fallait aussi que je sache comment procéder pour arriver à ce tel procès.
Donc il fallait que j'écrive à mon père parce que les lettres passaient par le juge d'instruction, ce qui a amené ensuite les confrontations où je pouvais plus revenir en arrière déjà. Ensuite, il a fallu, elle me dit, il faut prendre, comme l'affaire d'Outreau, il faut prendre les avocats qui ont fait l'affaire d'Outreau, parce que c'est ça, c'est des viols, c'est qui dit vrai, qui dit faux, qui se rétracte ou pas, et nous c'est exactement pareil. Donc Virginie, totalement sous emprise, va totalement suivre ce que mon père veut. Donc c'est l'avocat de votre père qui choisit vos avocats à vous? Alors l'avocat de mon père qui reçoit ma sœur et mon père. Oui. Puisque Virginie, j'ai retrouvé les agendas où il y avait les rendez-vous. Et l'avocat de votre père, on va le dire tout de suite, c'est Éric Dupond-Moretti. L'avocat de mon père, c'est Hubert Delarue. C'est Hubert Delarue, oui. D'accord. C'est Hubert Delarue qui va donner des noms à mon père, donc Éric Dupond-Moretti. Et ensuite, qui s'ajoutera au deuxième procès, Maître Berton. Parce qu'il en fallait 2 pour mon père, on se demande pourquoi il en avait besoin de 2. Puisque ce n'a jamais été son procès, ça a toujours été le nôtre. Donc on se demande pourquoi il a besoin, au vu de la liberté qu'on leur a rendue, et pourquoi il a besoin de 2 avocats. 2 grosses pointures en plus. Donc, qui n'ont pratiquement pas parlé. Et on termine par répéter le « je t'aime » et on termine par « moi j'ai une chose à dire, c'est que vous avez 2 filles extraordinaires parce qu'elles viennent ici parler de l'amour. » Mais cet amour-là, il n'a pas été compris, il n'a pas été entendu. Il faut qu'on parle de votre mère parce que on sent, plus encore que quand vous parlez de votre père, que vous avez une relation très ambiguë avec elle. On sent que, à la fois, vous lui en voulez énormément, mais que vous n'arrivez pas à la détester. Je ne dis pas que vous l'aimez, mais vous n'arrivez pas à la détester. C'est comme ça que j'ai senti les choses. Alors ma mère, je ne l'aime plus, et c'est peut-être la seule personne aujourd'hui où je suis capable de dire je ne l'aime plus pour la simple raison, c'est que ma mère a souffert. Je ne le cache pas, elle a été violentée aussi à cause des soucis d'argent. Elle a été plusieurs fois en garde à vue, donc il y a eu des moyens de nous sortir de là, parce que mon père a fait une tentative de suicide, il a été en psychiatrie pendant 1 semaine, donc on aurait pu nous sortir de là, on le fait pas. Et là où je lui en veux le plus, et pourquoi je explique que je lui en veux énormément, c'est parce qu'en 2004, quand elle sort, elle peut être cette femme qui est sans emprise, sans son mari, cette mère qui n'a pas pu quitter son mari pour protéger ses enfants parce qu'elle avait peur. On lui donne sa liberté, elle a interdiction de le voir. Moi, je l'attends, 2004, je l'attends, j'avais déjà un enfant. Je me dis, elle va venir voir aussi, poser la main sur ma ventre, je donne mon 2e enfant. Elle ne reviendra pas parce qu'elle ne me pardonne pas le fait que j'ai dénoncé sa participation aux abus. Je ne l'ai plus revue depuis, ça fait 19 ans que je n'ai pas revu ma mère. Et je ne lui pardonne pas de dire que si elle n'a pas pu nous sortir de là, parce qu'elle avait peur de son mari, et elle n'avait pas envie de sortir de prison parce qu'elle avait peur de son mari, alors que le schéma continue et se reconstruit sans moi, puisque je suis restée 5 ans toute seule avec mes enfants. Ils se sont tous retrouvés sans moi. Mais on peut être cette maman qui vient s'expliquer, qui vient demander pardon à ses enfants, qui a compris quelque chose pour nous permettre un petit peu de guérir et puis de comprendre. Mais au-delà de ça, cette discussion n'aura jamais lieu, et elle m'a reniée. Donc c'est un peu facile, on a le père, on a la mère, on a la responsabilité de chacun, mais quand on lui donne l'opportunité d'être la mère qu'elle revendique tant être ou qu'elle n'a pas pu être, elle ne le fait pas. Et ça, je ne pardonnerai pas. À votre avis, elle était soulagée de la mort de votre père? Elle attendait que ça. Parce qu'au 3e procès, c'était, en toute honnêteté, tout était la faute de Denis Manochet. Parce qu'on jugeait les faits, on jugeait le double drame, on ne revenait pas derrière. Mais c'est un peu facile de dire... moi, aux funérailles de ma sœur, elle n'était pas là. Et ça, c'est pas normal. Là, non. Votre mère, aux funérailles de ma sœur, elle n'est pas là. Il sera dit qu'elle aurait été interdite par ses enfants de venir. Moi, je n'avais aucun lien avec elle. Elle a été interdite par ses fils de ne pas venir, mais pas moi. Et je n'aurais rien eu à dire par respect pour ma sœur, et parce que c'était déjà suffisamment douloureux, mais elle n'est pas venue. Et au procès, c'est facile de dire Denis. Je reste quand même assez honnête, et j'ai pris suffisamment de recul pour dire c'est un peu facile. Parce qu'en 2004, tout recommence. Et quand on vole l'argent du garage et qu'après on s'échappe, elle se rétracte aussi. Et après, quand elle maintient au procès que c'était des viols, que c'était les bons âges et qu'on est en train de mentir, au final, c'est parce que son avocate lui a dit « Moi, je veux bien continuer à vous défendre, mais il faut arrêter. Il faut qu'on aille ensemble dans le même bateau. » Mais je pense qu'il était trop tard. Et en plus de ça, pendant le temps où elle reconstruit le garage, où elle habite au-dessus de chez ma sœur, moi, je suis pas dans ce schéma-là. J'arrive au moment, à chaque fois, où il y a quelque chose qui marche pas dans le schéma. Donc, c'est un pion sur un plateau de jeu, et c'est compliqué. Évidemment, je ne peux que lui en vouloir. On protège ses enfants. Et vous, quand votre père meurt, donc d'une crise cardiaque, le lendemain de sa condamnation à perpétuité, dans sa cellule, est-ce que vous êtes soulagé? Je suis meurtrie davantage. Parce que c'était son procès. Son arrêt cardiaque m'a frappée, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, comme le président m'a fait parler la dernière,
Moi, je l'ai regardé dans les yeux. Et la première chose que je lui dis, et que je dis à la cour d'assises et qui a été compliquée, c'est que je ne sais pas si je pourrais le détester un jour. Parce que moi, ce sentiment de haine que tout le monde pouvait porter par rapport à cette histoire, je ne l'ai jamais laissé entrer en moi parce que c'était trop lui. Et qu'on aurait pu travailler sur ce qu'il a fait. On aurait pu avoir une autre défense. Il aurait fallu les crécher sur l'enfant meurtri qu'il a été, parce que ça a été un enfant meurtri. On l'a vu pleurer, pas comme des larmes de crocodile. On a porté sa souffrance. On avait 8 ans. On le voyait démonter. Meurtri par quoi ? Par l'abandon de sa mère, par la reconstruction, le divorce de ses parents, par le fait que sa belle-mère le remettait dans le bus quand il voulait voir son père. Il était considéré comme l'enfant qu'on voulait pas. Et quand il voyait sa mère, il y avait des hommes différents dans le lit, à chaque fois. Donc du coup, il est baladé en foyer. La seule personne qui s'occupe de lui, c'est sa grand-mère, mais elle décède et on le place en foyer où il y a des voleurs. Donc il trouve pas sa place et il a pas de repère et il est rejeté. Donc c'est une blessure qu'on souhaite à personne quand on est un enfant. Donc moi, je pense que tout partait de là. Tout partait de là parce qu'après, on veut construire un monde qui n'est pas la réalité, mais où on veut être le chef et montrer qu'on est tout puissant. Et je pense que c'est ça. Et je pense que les clés de ce procès auraient dû commencer par là. Est-ce que votre obsession à vous aujourd'hui, c'est de ne pas reproduire, ne pas reproduire, ne pas reproduire ? Briser la fatalité. Ah, mais de toute façon, c'est impossible à reproduire puisque mon point de départ, et puis c'était ficelé. Il était évident qu'un jour je dénonçais. Je l'ai toujours dit que j'attendais ma majorité. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de plus difficile... Mais est-ce que ça vous obsède avec vos enfants, par exemple ? Mes enfants sont dans ma vérité, dans mon histoire. Parce que quand j'ai perdu ma sœur, il a fallu être honnête avec eux. Mes enfants, depuis 6 ans, j'ai demandé à l'aide sociale à l'enfance de les prendre en charge. Donc, j'ai contractualisé avec eux un suivi éducatif, pédagogique et psychologique pour chacun de mes enfants. Mes enfants ont leur propre identité, donc ils partent à l'école, mais pas avec maman sur le dos. Et c'est chacun a son copain, avoir maman bonne journée. Donc, il y a déjà une victoire par rapport à ça. Et ils ont eu un moment où ils en avaient marre de voir maman pleurer tout le temps. Parce que c'est une souffrance qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais ils ont besoin d'avoir une maman souriante. Mais mes enfants connaissent mon histoire, ma vérité. Quand ils ont des questions à leur statut et selon ce qu'ils me posent, je leur réponds. Par contre, ils savent, point. Mais ça ne les rattrapera pas comme ça m'a rattrapé 30 ans après, où on me replonge dans des séquelles qui ne sont toujours là et qui n'ont pas été guéries. Évidemment. Vous faites des études de psychologie ? J'ai repris mes études de psychologie pour comprendre. Mais vous allez comment on exercer fait. Comme psychologue ? Alors, c'est pas ma vocation. Je préférais juste à l'écoute aider tous les enfants qui ont besoin d'aide pour n'importe quel sujet parce que j'ai beaucoup d'amour à donner et qu'il suffit de pas grand-chose des fois. De se sentir à l'aise, d'être écouté, d'être aidé autour d'un jeu ludique, autour d'une conversation ou même en étant tout simplement encore une enfant au-delà de mon âge parce que je pense que c'est magique dans les yeux d'un enfant. J'ai étudié pour écrire ce livre ensuite pour comprendre et puis pour pouvoir aussi faire quelque chose de propre et de beau pour ma sœur parce que l'inceste, c'est tout ce qui est sale. Ça ne devrait pas exister et pour moi, je le considère comme le pire crime du monde. Et tout ce qui circulait jusqu'à l'heure actuelle, c'est justement ce procès sur cette fausse vérité. Et je me dis plus tard, si son enfant lit tout ça, il comprendra pas, il sera malheureux. Donc je préfère qu'on revienne sur la vérité pour mieux se construire et puis que ça serve, mine de rien, malgré la tragédie, à quelque chose parce que c'est une prison psychique, c'est une destruction à vie. Et même si on avance... Moi, j'ai avancé dans ma vie, j'ai réussi, mais je replonge. Et quand je replonge 2 ans. Ça fait 8 ans que je suis en dépression, j'ai refusé tout traitement. Parce que j'en veux pas et parce que mes parents en prenaient et qu'on comprend pas. Donc forcément, l'artifice ne guérit pas. Les médicaments pour les nerfs. L'enfant meurtri n'est pas guéri. Mais Je voulais vous dire une dernière chose. J'ai donc écrit cette histoire sur votre livre, directement. Sur ce livre, il n'y a pas de photo de vous. Et donc, je ne savais pas à quoi vous ressembliez. Et je vais vous dire la vérité, je m'étais fait une image qui était forcément pas la bonne. Vous êtes jolie, jeune, classe, et assez bêtement, dans ma tête, je vous imaginais, je sais pas, très abîmée par la vie. Et en fait, j'avais l'image d'une femme du quart-monde. Ce qui veut dire que dans ma tête, cet inceste ne pouvait exister que dans ce milieu-là. Et en vérité, non. En vérité, vous n'avez pas le visage de l'idée que je me faisais de vous. Ça veut dire quoi, ça, d'après vous ? Puis qu'on peut se construire et qu'on peut vivre, malgré tout. C'est un combat au quotidien, et c'est surtout des années et des années de souffrance qu'il faut éviter parce que la vie passe vite, parce qu'on vit dans un monde où on est bientôt enfermés déjà. Donc l'enfermement de l'inceste et l'emprise de l'inceste et l'acte de l'inceste et tout ce que ça représente,
on peut libérer des vies. Et rien que le bonheur de savoir qu'il y a des enfants qui peuvent se dire « j'ai le droit de vivre, je vais vivre ». Je me suis toujours accrochée à cette affiche dans le cabinet médical de l'époque sur les droits de l'enfant. Il a le droit d'être aimé, il a le droit, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et je trouve que cette affiche est encore absente aujourd'hui. Ça sert à quelque chose, les droits de l'enfant, alors? Enfin, le texte. Ah, mais bien sûr. Parce que moi, j'ai toujours vu qu'il existait, mais je me pensais qu'il servait à rien. Ouais, j'ai vu une belle affiche, si vous voulez. Oui. Mais quand on vit chez nous, que c'est différent et qu'on voit cette affiche-là, on se dit pourquoi elle existe alors que nous, on vit pas comme ça. On s'accroche les mots, vous savez, c'est très important. Betty Manché, ce n'était pas de l'amour aux éditions City. Merci de m'avoir confié ce livre pour en faire ce récit. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.